Bonjour à tous, je m'appelle Normand Latour. Bienvenue à cette troisième émission web de Perspective en direct, déjà la dernière de l'année 2021. Je tiens à souligner, comme on le fait toujours en début d'émission, que Perspective en direct est réalisée et diffusée à partir du territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe. Et je tiens aussi à souligner l'appui de nos partenaires corporatifs, Avis Budget, BGIS, Field Effect et TD Assurance. Je les remercie pour leur contribution et leur soutien continu envers nos activités, y compris les versions anglaises et françaises de Perspective en direct. Nous allons tout de suite retrouver la présidente directrice générale de Collège et Institut Canada, Denise Amiot, qui est en voyage d'affaires présentement. Denise, bonjour. C'est à distance que vous allez suivre notre émission aujourd'hui. Absolument, Normand. Denise, il y a 6 ans, jour pour jour, la Commission de vérité et de réconciliation publiait son rapport, mettait fin à ses activités, en fait, et ce rapport contenait, entre autres, 94 appels à l'action pour les Canadiennes et les Canadiens. On constate dans l'actualité ces jours-ci qu'il y a des pas importants qui sont franchis en matière de réconciliation dans le milieu de l'éducation et l'éducation postsecondaire a toujours eu un rôle très important à jouer pour faire avancer cette cause, n'est-ce pas? En effet, Normand, partout au Canada, là, d'un océan à l'autre, les établissements postsecondaires contribuent activement à faire avancer le processus de réconciliation. Je pourrais même dire que ils sont devenus des incontournables. Et ils travaillent de très près avec de nombreux partenaires et des entreprises autochtones au niveau local pour éliminer les obstacles à l'éducation, puis en même temps pour promouvoir une culture de respect, d'équité et puis d'inclusion. Et on sait que les collèges et les instituts constituent le principal point d'accès à une éducation postsecondaire pour les apprenants inuits, métis et membres des Premières Nations. Et il faut dire que les instituts, les collèges aussi sont accessibles. Je vous entendais dire récemment qu'il y a 95% de la population du Canada, 86% de la population autochtone qui vit à moins de 50 kilomètres d'un campus ou encore d'un institut. Donc, ce sont donc des joueurs clés, ces institutions scolaires-là, et ICCAN est également sur la ligne de front parce qu'il y a plusieurs initiatives qui ont été déposées pour appuyer les collèges et les instituts dans leurs efforts. Oui, puis ces initiatives-là que nous mettons de l'avant, on le fait en collaboration avec nos membres. Et on est d'ailleurs très, très fiers d'une en particulier qui a eu et qui a encore un impact majeur. C'est notre protocole sur l'éducation des Autochtones que nous avons lancé en 2014. Et c'est un protocole qui s'appuie sur 7 principes. C'est tout court, ça a une demi-page qui est destiné à orienter le travail d'appui à la réconciliation et ça reflète étroitement les recommandations émises par la Commission de vérité et réconciliation en 2015. Et aujourd'hui, je suis certaine qu'avec les invités qu'on a avec nous, on va pouvoir parler de bien d'autres initiatives et pratiques qui sont en place ou encore qu'on devrait réaliser. Absolument. Alors, Denise, sans tarder, je vais accueillir nos invités. Vous allez vous joindre à nous un petit peu plus tard en compagnie de Nathalie Vallée, qui est directrice générale du Collège ANSI, qui fait beaucoup aussi. Je souligne aussi que Nathalie est vice-présidente du conseil d'administration de CICAN. Alors, on se reparle dans une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Alors, je vous présente nos invités maintenant. Nous avons le grand bonheur d'accueillir l'honorable sénatrice Michèle Audette, qui a trouvé du temps dans son horaire pour nous aujourd'hui. Madame la sénatrice, merci beaucoup d'être là. Félicitations aussi pour votre nomination. On est tous très heureux de vous voir occupé. Merci. Et puis Daniel Kwan-Watson, sous-ministre des Relations couronne autochtones et Affaires du Nord Canada. Daniel, bonjour. Bonjour, un plaisir d'être ici. Et vous avez peut-être vu dans les annonces, quand on vous présentait cette émission, que Denis Gros-Louis devait se joindre à nous. Il est quelque part dans la sphère virtuelle. Il devrait probablement se joindre à nous. C'est dommage parce que lorsque nous avons dit à Denis, Daniel, que vous étiez pour être des nôtres, il disait « Ah, c'est un fonctionnaire! » Bien sûr, c'est un fonctionnaire. Mais il faut dire que les gouvernements changent, les ministres changent, mais les fonctionnaires restent en place, eux. Et ça vous permet d'avoir une vision très, très, très globale et générale de l'évolution des choses depuis de très nombreuses années. Alors, Oui, c'est écoutez, vrai.
Il y a 6 ans, aujourd'hui, jour pour jour, la commission Vérité et Réconciliation a publié, je le disais tantôt, 94 appels à l'action. Depuis, je commence avec vous, Madame la sénatrice, selon votre point de vue, quelle a été la réussite la plus notable de ces 94 appels à l'action? Les réussites, il y en a beaucoup. Alors ça, faut Ouais. célébrer et honorer que peut-être comme enfant de survivants et de survivantes, on pourrait être bof, il n'y a pas grand-chose, mais je tiens à dire que le jour où on a déposé ce rapport-là à Ottawa, nous étions plusieurs en marge là, dans le corridor. On savait qu'il y avait une personne qui était restée assise là, sur sa chaise alors que le reste revendiquait une enquête nationale pour les femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Ça fait une mobilisation après ça pendant une campagne électorale et plus tard, on va voir les universités, les collèges, les cégeps accepter ou endosser là, les appels à l'action. Mais de façon plus significative, maintenant, les gens ne peuvent plus prétendre que c'est un cas isolé, mais que c'est une histoire, un pan de l'histoire du Canada qui est encore malheureusement trop présente. Et par la bonne foi là, de gens ou de groupes ou d'institutions, et certains gouvernements vont vouloir aller au-delà des mots, mais aller dans l'action. Et ça, pour moi, moitié Inou, moitié québécoise, juste à l'Université Laval, comme conseillère à la réconciliation, comme sénatrice aussi au Sénat, de voir que maintenant la vérité elle est palpable. Ça, pour moi, là, c'est majeur. Et compte tenu de ce qu'on sait, Madame la sénatrice, pourquoi est-ce qu'un politicien resterait assis? Parce qu'il refuse de voir ce qui se passe? Pourquoi? Parce que son parti politique refusait de tenir une enquête nationale sur les femmes et filles autochtones assassinées et disparues, alors que tout le reste, citoyens, survivants et autres partis politiques et invités et gens, ont fait un message visuel très clair, là, comme disant c'est un besoin. Donc, c'est vraiment là les trois commissaires de Vérité et Réconciliation qui ont osé ajouter dans les appels à l'action le besoin de trouver la vérité, de la dire et surtout de l'honorer. Daniel Cohen-Watson, qu'est-ce qui a été, à votre avis, la plus grande réussite de ces 14 appels à l'action à ce jour? Je pense que c'est le seul fait qu'on est en train d'avoir ces conversations. Et pour moi, ce n'est pas une question d'activité ou d'autre, ça c'est important. Mais on comprend très bien l'idée des gens qui arrivent au Québec, au Canada pour la toute première fois, qui n'ont jamais entendu parler du hockey du tout. Puis ils apprennent c'est quoi le hockey et on remarque avec eux qu'ils embarquent sur leur voyage d'être au Québec ou au Canada. Il en était de façon très semblable avec beaucoup de Québécois, beaucoup de Canadiens quant à la conversation des réalités autochtones et de notre réalité constitutionnelle partagée. Les gens ne savaient qu'ils savaient, très souvent, et c'était très peu. Il n'y avait vraiment pas de dialogue du tout dans beaucoup d'éléments de la société. Et maintenant, ça s'est changé. On est capable d'avoir des conversations qu'on n'était pas capable d'avoir. C'est un point de départ. C'est loin de la fin. C'est même loin de la fin du début. Mais quand même, c'est une étape sans quoi on n'arrivera nulle part. Et c'est très différent depuis 6 ans. Et est-ce que parmi les appels proposés, Madame la sénatrice, il y en a un où vous dites, oh, on a passé à côté ou on croyait qu'il était pour arriver ça, puis c'est pas arrivé? Ben, un chapitre important là où la vérité, donc la parole, le récit des gens, des survivants, devient pour nous là et surtout pour moi comme ancienne commissaire d'une autre grande enquête, devient une vérité. Alors les gens avaient parlé d'endroits où leurs êtres chers étaient certainement enterrés à ces endroits-là. Sinon, on pense que. Alors quand un chapitre est dédié à ça et qu'après ça, on ne bouge pas ou le statu quo, le malaise, ou on n'entend pas qu'il se passe des choses, une technologie va arriver pour dire on vient corroborer une preuve, elle n'est pas juste verbale, mais elle est scientifique. Alors, au mois de mai dernier, on est frappé par la découverte de 215 petits êtres-lumière, puis après ça, les chiffres augmentent. Ça, pour moi, ça vient ébranler, là, peu importe qui on est ici au Canada. Et je répète, on peut pas prétendre que c'était à quelque part de façon isolée.
OK. Et de votre côté, Daniel, j'ose pas utiliser le mot échec, mais là où il y a des attentes plus grandes qui n'ont pas encore été accomplies, disons. Et je dirais, on n'est qu'au début de cette conversation. Donc, la sénatrice parle, par exemple, d'avoir localisé les 215 séries de restes humains. Soyons clairs, pour celles qui conduisent d'Ottawa à Montréal, là où il y a l'intersection entre pour aller à la 30 et la 40, c'est à peu près Mhm. là où se trouve cette école. Il y a des dizaines de milliers de voitures qui passent à 500 mètres d'où on les a trouvés, ces restes humains. Lorsqu'ils sont allés faire leurs recherches, ils n'ont pas vraiment cherché, ils sont juste allés là. Non, non, à côté de l'autre arbre. Tout le monde savait où c'était. C'est OK. juste que des millions de personnes sont passées à côté, littéralement des millions de personnes sont passées à côté sans jamais accepter que c'était vrai, ou même que si tout le monde le disait. Donc, c'est un point de départ dans une conversation qui doit aller très loin. Donc, je pense que oui, il y a énormément de travail à faire. Mais étant donné qu'on refusait même d'accepter qu'il y avait une conversation à avoir auprès de 90 ou plus % de la population, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler d'échec dans le fait que 6 ans plus tard, le tout n'est pas changé nuit vers le jour. Ce sont des points de départ. Mais je dirais, il y a quand même énormément d'efforts à continuer à poursuivre. Oui. Et il faut dire, quand on est un observateur privilégié, comme je pense je le suis, et comme vous l'êtes vous aussi, il y a quand même des efforts très importants qui ont été déployés jusqu'à présent et qui ne sont pas des paroles en l'air. On peut mesurer ces effets-là. Si Denis peut se joindre à nous dans quelques instants, le gouvernement du Québec vient d'octroyer 19 millions de dollars justement pour permettre de décoloniser, j'ose utiliser cette expression-là, les contenus, par exemple, scolaires. C'est pas banal, c'est important, Madame la sénatrice, ça. Ce Oui, type mais d'effort-là, je veux dire. ça fait 50 ans que les communautés à travers, je vais parler pour notre belle région, là, le Québec, a eu cette prise en charge en matière de l'éducation. On va fermer les pensionnats, le dernier ici au Québec en 1996, donc j'étais vivante, et qu'après ça, on va créer une université dans les années 70-80. On va le fermer, le collège Manitou. Et là, quand on regarde que l'éducation, oui, c'est la juridiction du Québec, le débat date depuis 50 ans qu'on puisse avoir le contrôle du contenu de l'éducation auprès des nations. Alors ça, c'est un débat pour moi qui est pas une victoire. Le 19 millions, je pense, ça fait longtemps qu'il aurait dû arriver. Il est là. J'espère qu'il va être co-construit avec nos experts des nations à travers le Québec pour faire en sorte qu'aujourd'hui, non seulement dans nos écoles, dans les communautés, mais dans la société québécoise. Et pour terminer, je vous dirais, j'arrive du collège Saint-Lawrence ici à Québec, où 9 groupes m'ont présenté leur vision du rapport Vérité-Réconciliation pour développer un plan d'action comme jeunes citoyens. Et pour moi, j'en avais des frissons et des larmes. Je me disais, ils en connaissent plus que moi quand moi j'avais 16 ans. Et c'est moi l'inou, là. Alors que devant moi, j'avais des jeunes Mhm. Québécois. Alors, je me dis, il y a un énorme retard. Oui, il faut célébrer qu'il y a des fonds, mais s'il vous plaît, assurons-nous qu'on l'investisse correctement pour raconter les vraies histoires. Ouais. Daniel, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, ben moi j'ai fait mon école primaire au Québec, puis en effet j'ai étudié à l'Université Laval, moi aussi. Euh, et pour tout ce que je savais, lorsque moi j'étais à l'école primaire, ben apparemment il y a eu des personnes autochtones dans les années 1600. Après ça, pas beaucoup. On n'entendait jamais parler. La question autochtone est une question historique du passé, point final. On ne savait pas ce qui était en arrivé, mais c'était certainement pas quelque chose d'actuel. C'était pas quelque chose de notre vécu, c'était pas quelque chose pour notre avenir, c'était une affaire purement historique. Donc, l'importance du projet dont vous parlez, par exemple, de démontrer que non, non seulement est-ce qu'il y a un aspect historique et des aspects au pluriel qui sont très différents que moi j'ai appris dans le temps, mais aussi la compréhension de qu'est-ce que ça prend pour vivre ensemble comme on s'était entendu de vivre ensemble.
Parce que, par exemple, moi, où je suis dans l'Ouest, maintenant, le territoire du traité 6, il y a bien des gens qui diraient, ben, ces traités, ça date de longtemps, pourquoi ça nous intéresse aujourd'hui? Ben, si vous avez un titre foncier, ça vous intéresse énormément. Parce que c'est seulement sur la base du traité 6, ici à Edmonton, que si vous aviez un titre foncier, vous avez une justification légale de l'avoir. Et si vous imaginez que votre maison, votre entreprise n'est pas importante, bon, très bien, mais si vous croyez que c'est important, faut comprendre l'importance d'aujourd'hui des traités en question. Ça, c'était quelque chose que je n'avais jamais été enseigné, ni au primaire, ni au secondaire, ni Pas à du tout. l'université. Non. Effectivement. Effectivement. Quelles sont les barrières auxquelles nous sommes confrontés présentement? J'imagine qu'il y a trois styles, je dirais, les barrières institutionnelles, les barrières professionnelles et individuelles qui font probablement obstacle à la progression de nos démarches. D'où viennent-elles surtout, Madame la sénatrice, ces barrières-là, à votre avis, vous qui occupez maintenant un poste important au sein du gouvernement? Bon, ben ces barrières peuvent être de façon inconsciente, donc des biais implicites où on s'en rend pas compte, sinon des barrières qui sont maintenues par le statu quo de différents gouvernements à travers le Canada. Le fait de bâtir un droit au Canada, un droit canadien, et ensuite on répartit dans les provinces des responsabilités juridiques sans considérer, mais pas du tout, les droits des premiers peuples, parce que avant l'arrivée des Européens, des millénaires d'occupation, sans Canada Goose, sans iPhone, on a la science, on a la connaissance et on a cette générosité d'accueillir des gens. Et là, pouf, c'est plus du tout le cas. Donc, pour moi, la barrière juridique, elle est majeure et l'ignorance, sinon le contrôle de l'information, de ce qu'on donne à la société en ce moment et en devenir, sont des barrières pour moi là qui pourraient disparaître et qui doivent disparaître. Alors, je vous dirais, ça serait ça ma réponse. OK. Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend les bons moyens pour les faire disparaître présentement? Oui et non. Écoutez, c'est Bon. un courage pour moi là, d'aller faire mon allégeance à la reine Élisabeth, d'être sénatrice, alors que ma moitié, mon côté québécois, mon père que j'aime beaucoup, aurait beaucoup aimé que le Québec soit un pays. Et du côté Innu, ma mère, c'est qui la reine quand elle était jeune? Ou est-ce qu'elle ne parlait pas français ni anglais, mais juste Innu? Alors pour moi, c'est un courage de rentrer dans une institution pour influencer. D'autres, ça va être de manifester, d'utiliser les tribunaux. D'autres, ça va faire des barrages, bloquer des routes. Sinon, par les arts, par la poésie, par toutes sortes de façons de dire nous étions, nous sommes et nous voulons être encore là. Oui. Daniel, quel est votre point de vue là-dessus? Ces barrières, elles sont où à votre avis? Oui, je pense qu'il y a deux grandes étapes au point de départ. Numéro un, c'est une conversation très difficile à avoir. On connaît tous l'histoire de l'Irlande, de la Grande-Bretagne dans les années 70. On comprend très bien qu'il y avait 3000 personnes qui avaient été tuées, assassinées. Ça passait aux nouvelles à tous les jours. Mais la commission dont parle la sénatrice, parlant des femmes, filles assassinées, disparues, autochtones, on parle des chiffres qui sont pas tellement différents de ce qui est arrivé en Irlande. Mais on refusait activement d'en parler au Canada. Et c'est très difficile d'accepter que lorsqu'on a vu des choses dans d'autres pays qui nous reconnaissons comme être horribles, ont des liens avec des activités qui ont lieu chez nous. C'est très difficile à accepter. Et ça dépasse jusqu'à un certain point l'esprit de bien des gens qui diraient c'est pas nous, ça. Mais en fin de compte, les statistiques, les faits démontrent qu'il y a des activités ici qui sont sensiblement différentes que le narratif qu'on se racontait. Ça, c'est une étape très importante à franchir. Mais la deuxième étape qui est difficile à franchir, c'est la question, comment est-ce que je parle de ça? Avec qui? Et comment est-ce que j'avance? Ça fait peur, ça. On ne sait même pas à qui parler. On ne sait pas si ce sera la réaction. Mais sans avoir ces conversations, c'est impossible d'avancer. Oui, il y a beaucoup d'autres activités qui doivent être poursuivies par la suite.
Mais si on n'est pas capable d'aller au-delà de notre presque honte de se rendre compte qu'il y a des conversations extrêmement difficiles à avoir, de trouver à qui parler, de savoir comment est-ce qu'on va réagir lorsqu'on entendra ce que diraient ces gens, et d'autant plus la question très difficile, mais comment est-ce que je réponds à ce que je vais entendre plutôt. Là, pour moi, ce sont les grands défis de point de départ pour ces conversations. J'aimerais qu'on parle un peu qu'on jette un coup d'œil vers l'avenir, puis qu'on parle de la façon dont les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens peuvent bien faire mieux pour éliminer des écarts en matière d'éducation et d'emploi entre les Canadiens autochtones et non autochtones. Je sais que de ce côté-là, Madame la sénatrice, vous avez été assez impliquée dans ce dossier-là depuis très longtemps. Il y a des pas importants qui ont été franchis. Et ça se mesure. Oui, oui, oui. De savoir qu'en Saskatchewan, on a la First Nation University et qu'à travers toutes les provinces et territoires, on va avoir des collèges, sinon des partenariats avec des universités importantes. Ça, pour moi, je salue les efforts. Je salue aussi les nations qui vont avoir, au-delà de cette prise en charge il y a 50 ans, de créer leur propre espace d'enseignement postsecondaire comme le collège Kiona ici à Odanak et le désir d'avoir une université par et pour les premiers peuples dans notre belle région qu'on appelle le Québec. Ça, c'est des solutions et des façons de faire qui sont pour moi non négociables et incontournables. Puis en plus, ouverts sur la société. Donc, les Canadiens, les Québécois peuvent venir dans ce qu'on rêve, nous, comme espace d'enseignement. Pour ceux et celles qui sont déjà en place, oui, il y a eu une vague, il y a eu des programmes, il y a eu du financement, mais il faut s'assurer que c'est aussi pour les bonnes raisons, puis j'en doute pas que c'est pour les bonnes raisons, qu'on assure une présence dans les gouvernances de ces institutions-là, secondaires, collégiales et universitaires, dans les directions, dans l'emploi, dans le contenu, mais aussi dans l'animation de comment on accompagne les étudiants qui viennent chez nous. Alors ça, pour moi, pour les prochaines générations, ce sont des solutions dans lesquelles tous les cégeps et les universités ont cette magie. Et pour terminer, assurons-nous qu'on accompagne les nations pour l'autodétermination jusqu'au jour qu'elles ont leur propre université et collège sur leur territoire. Et Daniel, j'imagine qu'il y a plusieurs de ces dossiers-là qui passent par votre bureau à un moment donné. Ça se retrouve sur votre table de travail. Oui, en fin de compte. Et je pense que, c'est précisément comme dit la sénatrice, d'un côté, à l'intérieur des institutions que nous avons aujourd'hui, se rendre compte que nous les avons bâties, nous les avons définies à partir de certaines définitions. Je présume que presque tout le monde qui participe à l'appel ici, et comme moi, au primaire, des questions autochtones étaient purement historiques. Au secondaire, même chose. À l'université, essentiellement, on n'en parlait même pas. J'ai étudié l'histoire pendant 6 ans à 2 universités, mais 3 universités canadiennes. À aucun point est-ce que des questions autochtones n'ont jamais été soulevées une seule fois. Donc, lorsque moi, je bâtis des institutions, lorsque moi, je bâtis des curriculums, lorsque moi, je bâtis des politiques, c'est absolument certain que si je me fie sur le monde d'où je suis sorti, rien n'aura aucune influence autochtone là-dessus. Donc, comment définir nos institutions, nos politiques, nos approches, la manière dans laquelle on accueille, la définition de qui est-ce qui devrait décider même ces questions, doit être différent de ce que moi j'ai été élevé à accomplir. Mais on trouve beaucoup de travail chez les collèges, du travail extraordinaire, les universités et d'autres institutions publiques au Québec et au Canada qui commencent ces conversations. En effet, certaines de ces conversations sont allées très loin même, mais c'est d'amplifier et aussi de comprendre, comme l'avait dit la sénatrice, à un certain point, est-ce que ce devrait juste être les institutions publiques, comme nous les avons compris à date, qui devraient être responsables de cette éducation, de ce processus de développement de citoyens et de citoyennes? Et je pense que la réponse est non. Il y a des gouvernements autochtones, pas des communautés, pas des collectivités, pas des gouvernements. Et tout gouvernement doit pouvoir aider de façon importante au développement et la formation de ses citoyens. Et je pense que c'est là où la question de développer de nouveaux types d'institutions sera importante.
Et de faire comprendre l'importance de l'éducation aussi. Évidemment, je vais reprendre ce que le sénateur Sinclair disait. Bon, évidemment, c'est l'éducation qui m'a mis dans cette condition, dans ce merdier. Permettez-moi l'expression, c'est l'éducation qui va nous en sortir, c'est clair. Mais encore faut-il qu'il y ait un intérêt envers le monde de l'éducation et qu'on ait envie d'emprunter ce chemin-là. Ça fait plusieurs fois qu'on invite le docteur Volant, ça pouvait pas fonctionner. Il est pas avec nous aujourd'hui parce qu'à 11h le mardi, il est en salle d'opération. C'est une bonne affaire qu'il soit allé dans une université traditionnelle parce qu'il est en train de sauver la vie des gens présentement. Nathalie, l'éducation, il faut que ça soit ouvert à tous, mais il faut qu'il y ait cet intérêt aussi d'y aller puis de remplir ces institutions qu'on veut créer, là. Madame Est-ce Ali, que j'imagine, nous rejoint. Est-ce qu'il y a cet intérêt-là chez vous? Est-ce que vous sentez que les jeunes autochtones ont envie de s'instruire, d'aller beaucoup plus loin, d'emprunter des chemins comme vous l'avez fait vous-même, Madame Odette ou Oui, encore Monsieur Coin? c'est tellement important parce que moi, je suis de la génération des écoles de jour, mais avec les mêmes prêtres et sœurs là, qui avaient les pensionnats. Donc, c'était pas une célébration ou quelque chose de sécurisant et le fun là, d'aller à l'école à mon époque. Aujourd'hui, je regarde sur les réseaux sociaux, Facebook Live, des jeunes qui terminent le CPE habillés en petits finissants et le secondaire, cégep et université où les parents et les jeunes sont tellement fiers d'avoir traversé leur expérience en matière d'éducation. Ça, pour moi, il faut le nommer, il faut le dire, il faut être fier de ça et de voir aussi que quasi 100% des gens qui quittent les communautés pour aller à l'école, c'est de le rêve, c'est de revenir en territoire pour accompagner, sinon sauver des vies. Et hier, j'étais avec une étudiante de l'Université Laval qui nous disait en entrevue, l'éducation m'a donné le goût de rêver à un futur. Ça, là, pour moi, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, connaissant cette jeune étudiante qui a eu un chemin très difficile et qu'aujourd'hui, elle est à sa 3e année de baccalauréat, ben, j'aurais aimé avoir sa force quand j'étais plus jeune. Oui. Sentez-vous, Je et pense que avant de passer à nos invités, la même chose, Daniel? oui, j'allais dire, exercice intéressant. Presque tout le monde ici travaille dans le domaine de l'éducation. Donc, si on disait, c'était quoi les 10 mots que vos parents, vos grands-parents utilisaient pour parler de l'éducation lorsque vous grandissiez, ce serait quoi ces mots? Et pour moi, comme c'est l'avenir, c'est l'importance, ce serait des choses comme c'est la voie de s'améliorer, tout ça. Mais dans beaucoup de collectivités autochtones, ce ne sont pas du tout ces mots-là qu'on utilisait. C'était des questions d'abus, c'était des questions de vol de culture, c'était la question de ne pas avoir la conversation du tout parce que les petits-enfants ne parlaient pas la même langue que parlaient les Exact. grands-parents pour toute une série de Mhm. raisons. Donc, lorsqu'on parle de poursuivre l'éducation, la question devient, puis je pense que c'est une conversation très utile, quelle version de l'éducation est-ce qu'on parle? Parce qu'on imagine que éducation veut dire ce que ça n'a toujours été décrit lorsqu'on était petit, lorsqu'on était au primaire, secondaire, à l'université. Mais pour tant de personnes autochtones, ce n'était pas les conversations qu'on avait à l'égard de l'éducation. Le seul fait qu'on utilise le même mot ne veut pas dire que ça veut dire la même chose. Mm. Et pour une institution de vraiment comprendre c'est quoi l'enjeu avec ceux et celles avec qui on veut travailler, partir de ce point-là, de savoir, lorsque vous pensez le mot éducation, ça vous dit quoi? Et de penser à la réponse qu'on reçoit et ensuite de dire, OK, comment est-ce que moi je réagis avec ça? Je faisais des négociations avec des Inuits. Ils ont pris une journée et demie pour traduire le mot parc. Pour ceux, celles d'entre vous qui parlaient l'anglais, le japonais, l'espagnol, l'italien, le français, pas difficile à traduire le mot parc. Pourquoi ça a pris une journée et demie pour les Inuits? Parce que parc pour nous, ça veut dire où on cesse d'être où nous sommes. Normalement, on couperait les arbres, on creuserait des mines, on mettrait de l'asphalte dessus. Donc, il faut créer une ligne pour nous arrêter de le faire. Mais si notre société, de sorte qu'on n'aurait jamais fait ça, ce serait quoi le mot qu'on utiliserait pour décrire ce qui Mm. n'existerait pas comme comportement? Ça n'existerait pas. Donc, encore une C'est bon, fois, ça. le même mot
mais qui a des sens extraordinairement différents pour les deux groupes en question. Si vous voulez, je vais demander à Denise Amiot, présidente directrice générale de CECAN, et Nathalie Vallée, directrice générale du Collège Hansic, de se joindre à nous, à l'écran, pour participer à la conversation. J'ai envie d'ouvrir, vous donner la parole, Nathalie, tout de suite, parce que chez vous, vous avez posé des gestes très, très, très concrets. D'ailleurs, Madame la sénatrice est bien au courant, puisqu'elle était présente pour certaines de vos activités, et vous nous l'avez fait remarquer. Oui, effectivement. Normand, d'abord, bonjour tout le monde. Vous avez la conversation entre vous trois était vraiment très intéressante. Effectivement, au Collège Hansic, on a procédé au changement de nom de nos équipes sportives il y a quelques années et ça a enclenché, chez moi en tout cas, une transformation puis une grande prise de conscience. Et accompagné d'experts de la question, ça a aussi fait en sorte que on a décidé de faire ce qu'on fait de mieux dans notre collège, c'est-à-dire d'éduquer. On a une responsabilité comme maison d'enseignement supérieur. Et on s'est dit, à ce moment-là, on ne fera pas que changer le nom de nos équipes sportives puis là, pour ceux qui ne savent pas, nos équipes sportives s'appelaient les Indiens. Maintenant, elles s'appellent les Aigles. Alors, on a pris la décision de ce changement-là, pas de façon unilatérale, mais bien en éduquant notre milieu et notre communauté. Et on a profité de cette occasion de changer le nom de nos équipes, un nom qui était apprécié de la part des athlètes et le logo également était apprécié de la part des athlètes. Alors, il y en avait qui voulaient pas changer, qui comprenaient pas parce que pour eux, ils accordaient à ce nom et à cette image une image positive. Pour eux, ils valorisaient les premiers peuples, alors que nous, on trouvait qu'on était rendu ailleurs. Puis, pour pas entrer en confrontation avec ces idées-là, on s'est dit, prenons le temps de bien faire les choses et faisons-le avec notre première compétence qui est l'éducation. Et prenons le temps de mettre en place différentes activités pour amener les gens sur le même terrain que nous, amener notre communauté à comprendre pourquoi il faut le faire et à permettre à tous d'avoir cette compréhension, de faire cette prise de conscience, chacun à leur rythme. Parce que pour nous, c'était très, très important de respecter ce rythme-là. Puis l'autre élément qui était très important également pour nous au moment de ce processus, c'était qu'on ne pouvait pas le faire comme alloctone. Il fallait absolument contacter des partenaires autochtones qui pourraient nous accompagner dans ce processus-là. Alors, c'est quelque chose qu'on a gardé, en fait, ce sont des valeurs, j'oserais le dire comme ça, qu'on a gardées. Et finalement, le simple changement de nom de nos équipes sportives, c'est devenu autre chose. On est entré dans un processus qu'on appelle un processus d'autochtonisation / décolonisation, des mots qu'on n'utilise pas si souvent là, dans notre milieu, mais quand même qui nous amènent sur ce chemin. En fait, on utilise souvent l'analogie du chemin de bois. Et puis, on marche avec nos partenaires autochtones sur ce chemin-là. Puis, il n'y a pas de fin à proprement parler à ce processus-là, puisque il y a beaucoup de choses à changer, il y a beaucoup de conversations à tenir encore, il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de vérités à revisiter pour arriver à nous réconcilier. Alors, voilà, Normand, c'est en quelques mots le processus dans lequel on est engagé. Et des efforts comme celui qui se produit au collège, au cégep de Hansic, Denise, il y en a plusieurs ailleurs, partout au pays présentement. Oui, il y en a beaucoup. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand les gens s'engagent publiquement, en quelque sorte, à signer le protocole, il y en a plusieurs qui le signent d'ailleurs avec les Premières Nations qui sont autour d'eux, avec les communautés environnantes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a une prise de conscience encore plus grande parce que ils prennent un engagement de dire aux communautés environnantes, voici ce à quoi on s'engage et on va vous faire rapport.
on va vous faire rapport de façon régulière. Il y a 2 endroits où on sait que c'est plus difficile et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille davantage. C'est toute la question de gouvernance et aussi toute la question de représentativité. Parce que souvent, les collèges nous disent, tu sais, c'est pas facile de trouver des enseignants autochtones dans notre milieu. Il y a d'autres gens qui m'ont dit, écoute, nous, on n'a pas signé le protocole parce qu'il n'y a pas d'Autochtones chez nous. C'est pas évident. Je suis pas prête à dire que c'est le cas, qu'il y en a pas. Puis ceux qui me disent on l'a signé et nos nombres n'arrêtent pas d'augmenter, ben c'est peut-être parce que maintenant les étudiants se sentent confortables à se déclarer autochtones parce qu'ils s'aperçoivent que ça va être apprécié et qu'on tient compte de leur culture. Oui. L'occasion va être bonne pour me permettre, je pense que Denis Gros-Louis vient de se joindre à nous. Denis est directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations. Denis, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, j'étais pris dans la mise à jour du fameux pare-feu qui a paralysé tout le monde. Et voilà, j'en suis une victime, okay. Donc désolé du retard. Ouais, ben, écoutez, Denis, vous n'avez rien manqué. On dit que tout va bien. Blague à part, Denis. Écoutez, bon, on vous rend maintenant. Comment se porte le milieu de l'éducation, à votre avis, versus les Premières Nations présentement, de façon générale? Je vous pose une question très, très large, mais essayez d'y répondre le plus mincement possible. En gros, le message, c'est de mieux outiller les organisations des Premières Nations à compléter la prise en charge de l'éducation par et pour les Premières Nations. Ça fait au moins 25 ans que le gouvernement fédéral s'est retiré des programmes d'enseignement pour lesquels les fonctionnaires ne sont plus impliqués. Et donc, il faut que dans sa relation fiduciaire avec les Premières Nations, il faut que les fonctionnaires lâchent prise et donnent les outils à nos organisations pour qu'on complète la prise en charge, qu'on se responsabilise. C'est normal de faire quelques petites erreurs dans le chemin, dans le parcours, mais on a tellement gagné. On a une magnifique relève qui sont présentement sur les bancs d'école, qui vont être les professeurs de demain, les professionnels de demain. Donc, c'est une question de nous donner les bons outils, puis d'avoir le réflexe un peu colonial ou paternaliste, là, de demander à Daniel Watson, comme sous-ministre, là, de travailler sur la culture de ses employés, tant dans son ministère que dans le ministère sœur des services aux Autochtones. Laissez-nous faire nos erreurs, mais laissez-nous prendre en charge nos institutions. Est-ce qu'il y a cette volonté, Daniel, de votre côté, au gouvernement? Absolument. Puis, en effet, j'ajouterai une petite nuance à ce que dit mon ami, mon collègue Denis. En effet, c'est même pas une question de laisser. C'est-à-dire parce que laisser entendre que c'est nous qui devrions détenir la décision et ce ne devrait pas l'être. Il faut se souvenir que les commissions scolaires d'aujourd'hui ne sont pas des commissions scolaires de lorsque moi je suis entré au primaire en 1970, encore moins 1950, encore moins 1920. Et d'imaginer qu'on a refusé l'existence des conseils scolaires autochtones ou des institutions autochtones, puis ensuite d'imaginer que devrait sauter le jour de sa création à ce que nous avons en 2021, imaginant même que ça c'est une cible qu'on devrait poursuivre, impossible d'y imaginer. Donc l'idée, puis on parlait tantôt de décolonisation, d'autochtonisation, l'idée que ce devrait être nous qui détenons les standards et que si on ne le fait pas comme nous l'aurions fait, c'est pas bon. On doit éliminer ça complètement de notre analyse des affaires. L'imputabilité et l'enracinement de l'imputabilité entre les citoyens autochtones et leurs institutions doit être la même chose que ce l'est à Saint-Lambert où moi je suis allé, ou à Montréal, ou plus tard je suis allé à l'école secondaire.
Et ce processus, Nathalie, chez vous, il est en cours. On est en train de décoloniser justement les contenus là, présentement. Ben, en fait, oui, il y a des projets actuellement pour justement faire ça, pour décoloniser les plans de cours, par exemple, ou certains contenus. Il y a du travail qui se fait avec les enseignants pour d'abord tenir une réflexion autour de nos pratiques actuelles. Quelles sont-elles? Parce que, bon, on parle de vérité et de réconciliation pour réussir à, à changer les choses. Il faut d'abord, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce que nous faisons et va à l'encontre de la vérité et de la réconciliation. En fait, il faut cette prise de conscience-là. Et ben, pour faire ça, faut mettre les gens ensemble, il faut qu'ils s'assoient, il faut qu'ils discutent, qu'ils identifient quels sont les lieux qu'il faut changer, puis ensuite qu'ils déterminent de quelle façon on peut faire les choses graduellement. Je reste encore convaincue, je suis en fait les maisons d'enseignement, que ce soit les écoles primaires, secondaires, mais aussi les collèges et les universités, avons une responsabilité pour faire en sorte que tout ça change. Alors, il faut absolument mettre les personnes ensemble, puis s'organiser pour mettre en place des lieux de conversation le plus souvent possible et le mieux possible. Ça veut dire, Madame la sénatrice, que le rôle que vous jouez maintenant est d'autant plus important que vous allez devenir le porte-étendard, celle qui va porter le témoin là, pour toutes ces communautés-là. Et ça va permettre à Denise ensuite de parler à ces gens et de bâtir ce système-là ensemble. Si je peux me permettre d'ajouter aussi le mot autochtonisé, moi je l'ai inouisé, là, parce que je suis Innu, mais si j'étais Wendat, peut-être que j'inventerais ça en Wendatisé, là. Oui, c'est important avec ce qui existe comme infrastructure ou espace d'enseignement, mais le rêve de Denis, le mien et d'autres gens, c'est aussi d'avoir notre maison de l'enseignement, notre université, ouvert sur les expertises et savoirs des autres institutions. Alors, il faudrait pas oublier que ça aussi, puis c'est un message comme sénatrice, de voir comment je peux rêver avec un projet de loi dans la prochaine année avec les experts du milieu, puis dire comment on va moderniser, mais en plus rendre ça plus proche de nos besoins, de nos réalités, pour faire en sorte que les jeunes chez nous, ils ont le droit. C'est un droit universel, c'est un droit fondamental, mais comment ça se fait qu'on l'a pas au même titre que mes voisins de Saint-Lambert ou de Saint-Sulpice ou de Montréal? Alors ça, c'est les deux exercices qu'il faut pas séparer. Et c'est sûr, Denise, qu'il y a de la place pour de nouvelles institutions, là. Il y a de la place, Denise, pour les nouvelles institutions. Excuse, je savais pas que c'était à moi. Je pensais qu'on parlait toujours à notre fils. Effectivement, oui, il y a de la place. En fait, il en existe déjà des institutions autochtones à travers le pays. La plupart sont aussi nos membres. Et ce qui est intéressant, puis peut-être qui pourrait être fait, c'est du jumelage. Entre institutions, justement. Une qui n'est pas créée et une qui est à créer. Il pourrait y avoir du jumelage entre un collège ou un cégep qui pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'Autochtones avec un qui en a beaucoup d'Autochtones et qui est peut-être dans un milieu plus isolé. Et puis, il pourrait y avoir des échanges. On a vu pendant la pandémie, la pandémie qui est encore là, on peut faire beaucoup de choses virtuelles en attendant de pouvoir se voir de façon physique, là. Alors, je me dis, il y a moyen d'aller vers l'autre et un moyen de pouvoir partager ensemble les meilleures pratiques et puis pour pouvoir s'appuyer, s'aider, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, la sénatrice l'a dit, Daniel l'a dit, c'est pas facile, c'est pas facile. Souvent, les gens se sentent pas confortables et c'est important d'être appuyés
Et c'est important de pouvoir discuter pour travailler ensemble sur des solutions. Euh, Denis, à la lumière de Je ce que rajoute Mme la peut-être, sénatrice disait Plateau, tantôt, ça prend si vous quelqu'un qui permettez. porte le... Oui, allez-y, j'allais vous donner la parole, Denis. Ça prend un interlocuteur, ça prend quelqu'un qui porte le témoin, mais ça prend quelqu'un qui nous écoute de l'autre côté. Et vous en êtes un bel exemple. Vous faites la manchette ce matin dans les journaux parce qu'on parle de l'attribution d'un montant quand même important de 19 millions de dollars. Ça veut dire, c'est la preuve que si on se parle, ça fonctionne. Oui, puis pour revenir sur d'ailleurs, bonjour à Daniel et à la sénatrice. C'est important aussi pour le projet universitaire de voir l'approche universitaire ou la maison des savoirs autochtones sur lequel on veut travailler au niveau universitaire et pour lequel la ministre McCann vient de confirmer la semaine dernière qu'elle sera une collaboratrice au projet. Il faut, d'un point de vue des Premières Nations, éviter la compétitivité entre les universités, mais plutôt rallier l'expertise en recherche, l'expertise qui se développe tranquillement d'une université à l'autre pour permettre aux futurs étudiants de ne pas avoir à absolument sortir nécessairement de leur territoire pour aller chercher ou combiner les expertises qui se sont développées, que ce soit à Chicoutimi, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue et à l'Université Laval, qui sera un des partenaires avec lesquels on va travailler pour développer une maison des savoirs où on va pouvoir utiliser, j'espère, avoir un modèle où les grappes de savoir vont combiner l'ensemble de la formation universitaire de nos étudiants. Et Madame la sénatrice, je vous annonce que la première brique est pas mal débutée. Donc, j'attends votre projet de loi, mais la Maison des savoirs est un projet qui a débuté officiellement jeudi dernier. Denis, en quoi est-ce que ces institutions-là seront différentes d'une autre institution, par exemple? Qu'est-ce qui va être différent si je fréquente un collège ou une université autochtone? La différence, c'est d'importer au milieu universitaire ce qu'on a appris du milieu collégial avec l'Institut CUNA. Quand tu es Première Nation, ton profil est différent. Faut pas se le cacher. Les besoins de sécurisation, le besoin d'être bien accueilli dans le milieu fait toute la différence dans les taux de graduation. À CUNA, entre autres, on a le projet SCAMON où on aide les étudiants. 40% de nos étudiants sont déjà parents. Donc, on a un centre où nos étudiants étudient et leurs enfants étudient avec eux avec un accompagnateur. Donc, le fait d'être parent ne nuit pas à la réussite éducative de nos jeunes. Et aussi, ce même principe va nous permettre d'aider les jeunes à ne pas décrocher et à réussir au secondaire juste parce qu'on enlève les écueils. Parce qu'on les connaît. L'autre chose qu'il faut, je l'ai manqué pendant que j'essayais de me brancher, mais le post-secondaire, c'est pas une politique sociale. C'est un droit fondamental. Quand les droits d'aller aux études en 61 ont été reconnus aux Premières Nations, Inuit, secondaire 5, c'était déjà une formation classique importante. Mais avec le temps, avec les technologies, avec la spécialisation dans les métiers, juste en secondaire 5, ça suffit plus. On l'a vu la semaine passée au Forum sur le développement économique. Quand tu as un diplôme d'études secondaires et que tu résides en communauté, tu as 22 000 de moyenne salariale. Tu gradues du cégep, tu doubles. Tu montes à 44 000. Donc, puis les emplois de demain, il ne faut pas se le cacher, c'est en entrepreneuriat, c'est dans la gestion des conseils de bande, on touche à tout, la santé, l'éducation, et nous, on est là pour former la main-d'œuvre de demain. Il faut nous donner les outils, puis une manière de nous donner les outils, c'est que le Canada reconnaisse que la formation postsecondaire, c'est un droit fondamental qui doit être financé au même niveau que le primaire et le secondaire. Et j'imagine Normand, que, si tu me et je termine permets. avec vous. Oui, allez-y. Oui, bien sûr. Alors, si tu me permets, Normand, je vais juste faire un ajout au niveau des statistiques. Je pense que c'est intéressant à connaître ces statistiques-là.
Au niveau des diplômes collégiaux, le pourcentage d'Autochtones qui ont un diplôme collégial est le même pourcentage au Canada que le nombre de non-autochtones qui ont un diplôme. En ce qui concerne les métiers, en ce moment, chez les Autochtones, il y a 1% de plus d'Autochtones qui sont dans les métiers. Et la raison qui explique tout ça, c'est parce qu'il y a plus que 300 programmes qui ont été développés spécifiquement pour les Premières Nations, pour les servir dans leur communauté. Si je peux Madame la ajouter, sénatrice. merci beaucoup, une autre belle différence qui est à célébrer aussi si le jour arrive plus rapidement que je l'imaginais, youpi, pour cet espace, ce milieu d'enseignement. Les barrières systémiques, que ce soit inconscient ou à cause d'un programme de la province ou du Canada, vont vraiment disparaître parce que là, on va apprendre l'histoire des nations, ce qui est pas systématique dans nos écoles québécoises et milieux d'enseignement. On va aussi avoir des références. Si je vais dans un métier ou en entrepreneuriat ou en santé, je vais avoir des références propres à mon milieu parce que je retourne dans mon milieu. Alors ça aussi, ça va venir faire en sorte que les statistiques de réussite vont augmenter de façon significative. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas partout dans nos classes qu'on entend parler des questions autochtones, puis des fois, je peux même pas aller faire mon stage dans mon milieu parce que c'est pas la politique interne. Et ça crée des abandons ou des échecs chez beaucoup d'étudiants. Alors, écoutez, il reste 5 minutes. Si j'ai envie qu'on fasse un tour de table, à quel endroit devrions-nous déployer le plus d'efforts dans les mois, dans les années qui viennent, pour faire en sorte que l'éducation des Autochtones soit plus accessible à tous et qu'on parle vraiment d'équité, là. J'ai voulu commencer avec vous, Daniel. Bon, on a parlé de l'importance d'avoir des partenaires, d'avoir des gens avec qui on peut parler. Souvent, je pose la question aux gens. Si je venais vous visiter puis je voulais passer à peu près 1 heure de route près de chez vous, chercher le meilleur restaurant ou ce sont quoi les 3 maires ou mairesses en région qui sont les plus intéressantes, les gens ont toujours une réponse. Ils me disent, mais le restaurant ici est très bon, le maire là, il était dans les manchettes l'autre semaine. Puis ensuite, si je pose, ce sont quoi les 3 Premières Nations, les 3 collectivités inuites les plus proches de vous, et ce sont quoi 3 leaders? Presque jamais est-ce qu'on est capable de me répondre plus qu'une seule. Et pour moi, on a parlé du fait qu'on trouve parfois pas des instructeurs ou d'autres. Et je pense qu'une chose qui doit changer dans un contexte de la réconciliation, c'est de pouvoir dire, OK, si c'est vrai, après avoir cherché, après avoir fait toutes sortes de travail que peut-être dans le passé j'aurais pas fait, si c'est vrai, c'est quoi ma responsabilité dans mon institution de changer ça? Et je dirais en résumé cette question de savoir qui est-ce qui nous entoure qu'on n'a pas vu dans le passé et là où il y a des lacunes, qu'est-ce que nous avons comme responsabilité de changer ces réalités. Pour moi, c'est un exemple de la réconciliation et de son importance. Donc, de sortir les gens de l'angle mort, pour ainsi dire. Madame la sénatrice, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. En quelques mots, pour moi, là, c'est vraiment là honorer ou animer toutes les questions de justice là, qui nous concernent avec les premiers peuples et pour les premiers peuples. L'éducation, comment on la voit, comment on veut l'honorer et l'animer avec vous et entre nous, bien sûr, et l'autodétermination. Tous les milieux d'enseignement devraient nous accompagner pour continuer à atteindre ce qu'on est en train de faire depuis des décennies, le droit à l'autodétermination. Denis, où seront déployés vos efforts dans les mois qui viennent?
Dans les mois qui viennent, ce sera la célébration en 2022 du 50 ans de la politique de prise en charge par et pour les Premières Nations, avec, j'espère, la signature d'une entente régionale en éducation qui va donner les outils à nos communautés membres de prendre en charge, de compléter en fait la boucle de prise en charge. Et dans cette prise en charge-là, on inclut les langues. C'est essentiel que nos communautés puissent avoir la possibilité d'enseigner les langues traditionnelles. Ça vient avec notre culture, ça vient avec une relation avec nos aînés qui vont nous permettre de garder la fierté d'être Première Nation. Et à ce niveau-là, c'est un grand geste de réconciliation, mais qui va au-delà de la réconciliation. L'expertise est maintenant du côté des Premières Nations, des associations, des organisations comme le Conseil en éducation des Premières Nations. Et c'est une forme de gouvernance qu'on va redonner aux communautés lorsqu'on aura complété dans un cycle de quelques années de former les futurs leaders de nos communautés à tous les niveaux. Nathalie, en quoi est-ce que ce que vous avez entendu va vous motiver à poursuivre cette mission-là et où allez-vous? Ben, en fait, juste d'avoir participé à cette conversation me réjouit, puis ça ajoute évidemment à toutes les autres conversations des éléments intéressants pour la suite. Puis je dirais que ça me fait réaliser davantage. Puis bon, là, je vais parler pour moi là, comme directrice générale d'un allochtone québécoise, d'un beau grand cégep, assumer son leadership en cette matière est très, très, très important. Alors, il peut y avoir toutes sortes de belles initiatives sur le terrain qui émergent, mais je suis convaincue de plus en plus que les leaders de nos organisations doivent également accepter avec humilité de s'éduquer à ces questions-là pour que on devienne de véritables alliés auprès de nos partenaires des premiers peuples pour qu'ils arrivent à cette autodétermination qu'ils souhaitent et que nous souhaitons également pour eux. Et puis qu'on arrive ensuite à créer encore plus d'occasions de rencontres, de travail ensemble, d'éducation, tout le monde ensemble aussi. Alors, moi, je vais demeurer une alliée et je souhaite pouvoir multiplier les alliés dans mon organisation. Tout comme Collège et Institut Canada, Denise. Absolument, absolument. Puis j'ai beaucoup aimé les propos qu'on a entendus aujourd'hui. Puis Daniel, quand tu as posé ta question pour savoir là de nommer 3 communautés autochtones, puis 3 leaders autochtones, c'est intéressant parce qu'il y a pas longtemps, la question nous a été posée et c'était: peux-tu nommer quel livre as-tu lu cette année qui avait été écrit par un écrivain autochtone? Et dans la boîte de clavardage, il y avait des noms, mais il n'y en avait pas tant que ça de livres. Alors, je mentionne ça parce que c'est une façon facile de pouvoir continuer à s'éduquer parce que je pense qu'en bout de piste, c'est vraiment un travail d'éducation. Et c'est un travail de longue haleine. Faut continuer, même quand c'est pas facile. Et puis toute la question de gouvernance, de représentativité, puis Denis l'a mentionné tout à l'heure, la question des langues. Ce sont des 3 éléments qu'on entend toujours quand on parle aux Premières Nations, c'est ce qui prime. En plus des autres choses, mais ils nous disent les autres choses, ça se fait maintenant de plus en plus, mais c'est là où il y a le plus d'attention qui doit être portée. Alors, en terminant, de nombreux collèges membres de CICAN avaient déjà mis en place des moyens novateurs avant la pandémie pour rendre leur programme plus accessible à un plus grand nombre d'étudiants, notamment aux apprenants autochtones. Il y a un nouveau site web qui vient juste d'être mis en ligne qui présente des initiatives. Vous pourrez y ajouter les vôtres si vous le voulez. Je vous invite à le faire en visitant le site bilingue que vous allez voir apparaître à l'écran, reducingbarrierstoeducation.ca. Pour tout savoir sur les initiatives de CICAN en matière d'enseignement postsecondaire, je vous invite à
consulter notre bulletin mi-mensuel, Perspective. L'adresse apparaît à l'écran. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires aussi, vos questions, vos suggestions. Vous le faites en nous écrivant en direct à collègeinstitut.ca. Je tiens à remercier mes invités, Madame la sénatrice Michèle Odette, Monsieur Daniel Cohen-Watson, sous-ministre, Denis Gros-Louis, merci de votre patience, cher Denis, directeur général du CEPN, Nathalie Vallée, directrice générale du Collège Anne-Sylke et Denise Amiot. Je vous remercie 1000 fois. Au nom de tout ce beau monde, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. Je vous souhaite un beau Noël, une belle année, soyons en santé et on se retrouve, nous, le 19 janvier. Il sera question on va porter en fait un regard sur la pandémie, un regard fantôme, je dirais, sur la santé mentale. C'est ce qui nous plane sur la table. Je vous remercie tous. Au revoir. À bientôt. Et merci à l'équipe qui travaille à la présentation de cette émission.